Madame, Messieurs, très chers internautes, bonjour et bonsoir. Suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Les trois principaux points abordés lors des négociations entre les RD Congo et l'AFC M23 au niveau des Qatar. On va essayer de discuter de ça parce qu'il s'agit de la question cruciale pour la paix et puis la solution définitive en République du Congo. Mais bien avant que nous commencions cela, s'il vous plaît, nous vous demandons, nous avons des difficultés pour pouvoir faire résister nos vidéos à cause des j'aime. On n'a pas assez de j'aime. Si vous pouvez, à chaque fois que vous regardez, vous entraînez, serait-ce pendant la période que vous regardez nos émissions, cliquez sur les j'aime pour nous appuyer, nous aider à améliorer nos algorithmes, même aussi à permettre que nos vidéos soient mises en avant. Ça serait une très bonne chose. Et la moindre des choses à faire pour nous, c'est cela. Nous vous demandons, s'il vous plaît, cliquez sur les j'aime, ça va vraiment nous aider énormément. Trois principaux points abordés lors des négociations entre la RD Congo et AFC M23. Les quatre vérités, on va essayer d'en discuter et de partager cela. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2025. Je profite pour vous souhaiter un excellent mois d'avril, que ce mois vous apporte toutes les bonnes choses du monde. Et voilà. Quels sont ces points? Pour un point, on va parler de la résilience de la RD Congo avec ces régimes de Tshisekedi. Donc, on va essayer de voir ça. Certaines puissances ne veulent pas que la RD Congo se développe. Nous avons parlé des positions de certaines puissances. Et troisièmement, que sait-on de ces discussions des Qatar? Voilà ce qu'on va essayer de développer. Sans tarder, on va parler de la RD Congo, sa position, sa résilience, c'est-à-dire que la résolution que la République du Congo a prise par rapport à tout ce qui se passe. Très chers internautes, vous devez savoir que tout commence à se dévoiler très clairement et que nous devons en savoir que la République du Congo est en train de faire face aux gens qui ne veulent pas que la République du Congo se développe. Et la RDC, après avoir passé plusieurs décennies de difficultés, des brassages et des mixages au sein de son armée, mais aussi de l'infiltration, la RDC s'est résolument décidée de pouvoir entamer une autre étape, celle de son développement. Et voilà que nous sommes invités à quoi? Il apparaît à l'évidence que la République du Congo était vraiment, en réalité, dirigée par des gens, par beaucoup d'autres personnes, des multinationales, des pays étrangers qui dirigeaient la République du Congo. Cela s'explique comment? Parce qu'on se rend compte que lorsque la République du Congo a décidé de regarder vers son développement, la République du Congo, par l'entremise de son chef, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'aller voir ses voisins lorsqu'il est arrivé à la magistrature suprême, voir ses voisins, nouer des relations de bon voisinage, voir comment on peut profiter tous ensemble des richesses que retrouve déjà en République du Congo, mais aussi au niveau de la région. Il est allé voir en premier le président rwandais pour discuter avec lui. Malheureusement, malgré la bonne volonté de Tshisekedi de vouloir nouer de bonnes relations avec le régime de Kagame, mais cela n'a pas abouti par le fait que le Rwanda était déjà habitué à prendre nos richesses d'une manière illégale, mais aussi sans contrôle, comme à mettre sur ces coins-là. Mais le fait pour la RDC de vouloir récupérer le contrôle de toutes ces richesses et de partager avec ses voisins ou bien avec d'autres partenaires en termes des intérêts, et ils ont vu que effectivement, ils ne peuvent pas le faire de peur qu'ils ne bénéficient plus. Voilà ce qui a fait en sorte qu'il y ait toutes ces discussions. Alors, la République du Congo, voyant cela, a décidé de s'organiser au niveau interne en prenant une loi qu'on appelle la loi de programmation militaire, parce que vous devez savoir que pour reconnaître la qualité de l'État, on le reconnaît par des éléments essentiels. Premièrement, c'est son soldat. Deuxièmement, c'est son diplomate. Vous devez le savoir très clairement. Pourquoi son soldat? Parce que le pays est protégé par ses frontières que par des militaires. Lorsque les militaires sont de qualité, il est difficile pour l'ennemi qui puisse entrer au niveau de son sol. Et lorsque les militaires n'est pas de qualité, donc nos frontières seront poreuses et que toute personne ne peut venir si facilement entrer et puis déstabiliser le pays. Voilà. Deuxièmement, les diplomates. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le diplomate, c'est celui qui va discuter avec des partenaires étrangers à l'extérieur du pays par rapport aux politiques intérêts de l'État. Donc, bref, c'est quoi ce qu'on appelle la politique étrangère? La politique étrangère, c'est-à-dire, c'est la politique intérieure de l'État vis-à-vis des États tiers.
C'est-à-dire les diplomates vont maintenant vendre l'image positive du pays pour pouvoir harmoniser les partenariats avec d'autres pays et voir être reconnu sur le plan international comme étant un État souverain. Donc, c'est des points essentiels, c'est ce que Félix Tshisekedi a voulu faire. Donc, il a accéléré sur les plans diplomatiques et cherchant à organiser l'armée, au moment où il était en train d'organiser l'armée, et du coup, les ennemis de la République ont vu que si on laisse Tshisekedi aller dans ce sens-là, nous ne serons plus à mesure de pouvoir contrôler la République du Congo. Ça sera un échec. Parce que vous devez savoir une chose, que si on arrive à contrôler nos frontières, à organiser notre administration, et donc, nous allons aller très vite pour devenir une puissance. Parce que nous avons tous les atouts nécessaires pour pouvoir y atteindre, y arriver. Nous avons une richesse sur les sols, le sous-sol, nos lacs, de l'eau. L'eau que nous avons est une eau de qualité. C'est-à-dire convoitée par d'autres pays. Nous avons la puissance en termes de débit de l'eau permettant que nous ayons des barrages de qualité avec une puissance incommensurable et puis incomparable, si on peut le dire. Et toutes ces capacités, toutes ces potentialités fait en sorte que les gens soient jaloux de nous, donc ils ne veulent pas que nous puissions nous développer. Et donc, la résilience, la décision que nous avons prise de pouvoir maintenant regarder vers le développement, c'est ce que nous sommes en train de payer. Nous sommes victimes de nos décisions de vouloir aller de l'avant. Et pourquoi on parle de cela? Parce que nous ne devons pas rester distraits en pensant que nous devons nous combattre au niveau interne, alors que nous savons tous que le plan de l'ennemi, c'est de nous mater, de nous maîtriser, de nous freiner. Ils connaissent nos défauts, qu'on est facilement manipulable. On peut de lui quelque chose, on est manipulé. Ils savent qu'ils peuvent nous diviser si facilement, donc ils comprennent cela, ils utilisent ces leviers-là pour pouvoir nous maîtriser. Donc, on doit en tirer conscience. Voilà la position que la RDC a prise, elle s'est résolue, il s'est décidé d'aller de l'avant, d'où on nous freine, on ne veut pas cela, on crée des guerres. Tout ce que vous voyez ici, c'est parce qu'ils ont vu que maintenant là, le Congo, par l'entremise de son chef, a décidé de prendre son autonomie effective. Voilà les problèmes. Le deuxième point, on parle de certaines puissances qui ne veulent pas voir le développement du Congo. Ce deuxième point est également le corollaire, c'est-à-dire que du premier point qu'on a parlé, la guerre qui nous est imposée dans notre partie Est, voire même dans certains coins du pays, c'est une guerre des richesses, de nos richesses. Et cette guerre-là n'est pas faite seulement par le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'une simple marionnette avec l'Ouganda, mais justement parce que derrière ces pays, il y a des multinationales. Ces multinationales ne voulant pas donner de l'argent à la primature du Congo, s'ils arrivaient à passer par des voies légales, ça va permettre à ce que la RDC ait beaucoup d'argent et s'organise facilement et se développer. Donc, ils veulent prendre des choses d'une manière illégale. Pourquoi? Rappelez-vous que déjà depuis 1960, lorsque la République du Congo, pas 1960, depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire que la décision a été prise au niveau des puissances, que la République du Congo soit constituée comme un bien de tous. C'est pourquoi nous, on n'a pas été colonisé par qu'un seul État, la Belgique. La Belgique n'était qu'un représentant, un mandataire de tous ces pays puissances-là. Ils avaient même adopté les principes, ce qu'on appelle le principe de la liberté de navigation sur le fleuve Congo, permettant à tous de passer des vagues sans qu'on soit inquiété par un ou l'autre État. Donc, c'était un bien commun. Nous, c'est cette pensée, cette manière de concevoir archaïque que ces gens-là ont resté en tête, qu'ils pensent que les richesses du Congo devaient être pour tout le monde, c'est-à-dire que ça ne devait pas être état en réalité. Nous, on nous fait la guerre, les multinationales, les globalistes qui étaient là sont en train de nous faire la guerre ne voulant pas. Alors, certains pays, voilà, je vais donner les cas par exemple, vous voyez, imaginez-vous que nous sommes dans la francophonie, avec un État puissant, membre même du Conseil de sécurité, mais il n'y a aucune initiative de terrain, alors qu'il y a deux pays, entre guillemets, le Congo, la République du Congo et le Rwanda, qui sont en train de disputer, mais aucune initiative de la francophonie, de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, pour pouvoir trouver des solutions entre nous. Parce que, vous savez, dans une organisation, on partage des valeurs que nous partageons sont des valeurs communes, des valeurs de démocratie, de l'état des droits, de la solidarité internationale. Dans cette organisation-là, nous n'avons vu aucune initiative de terrain quant à ça. Donc là, c'est là déjà, ce sont des indices qui prouvent à suffisance quelque part que le combat que nous sommes en train de subir, c'est pas un combat
seulement de quelques pays que nous citons. C'est un combat de grande envergure de plusieurs puissances qui ne veulent pas voir le pays se développer. Voilà, en gros, des éléments que nous voulons analyser sur ces points pour que vous puissiez comprendre que le combat, c'est pas un combat des individus. Parce que d'aucuns pensent que le combat ici, c'est le combat des Tshisekedi. Voyez-vous, il y a des gens qui se désolidarisent avec le président de la République, disant que non, nous ne pouvons pas laisser qu'il puisse réussir, de peur qu'il gagne. Donc, ce n'est pas lui qui va gagner, c'est les Congos qui va gagner. Parce que si on perd, c'est les Congos qui va perdre. Si on met cette mentalité-là en tête, on va se développer, on va d'abord se mettre bloc, on chasse l'ennemi et nos problèmes internes, on l'arrange entre nous. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas de la République. C'est pourquoi je dis, tous les gens qui combattent à cet instant-ci le président de la République et ils ne sont pas en train de combattre le président, mais la République. Ils ne veulent pas la République. Et sur quoi? Dans ces cas-là, ils ne sont pas en train de lutter pour la survie de l'État, mais plutôt pour leurs propres intérêts égoïstes. Donc, nous devons déjà en savoir, c'est clair, c'est ce point. Que sait-on de ces discussions du Qatar? Comme nous le savons, c'est depuis le mi-mars, fin mars, que l'émir du Qatar avait invité les partis en conflit. C'est-à-dire, déjà, on a commencé par le Rwanda et puis la République du Congo. Nos deux présidents se sont retrouvés là-bas. Et ensuite, nous avons vu le mouvement rebelle FC-M23 et la délégation de notre gouvernement qui sont allés discuter pour pouvoir trouver un terrain d'attente afin que nous ayons la paix définitivement dans cette partie Est. Et lorsqu'on analyse ces discussions telles que ça est en train de passer, nous constatons qu'en réalité, les points, je vais vous citer par exemple les points qui sont débattus. Sur base de ces points-là, vous allez comprendre qu'en fait, en réalité, les problèmes du Congo, c'est que les gens qui, soi-disant, disent qu'ils veulent nous libérer, en réalité, ce sont que des simples marionnettes. Parce que les points qu'ils débattent, bien les points qui bloquent, vous allez voir quand on va lire, vous allez comprendre que c'est regrettable. Aucun Congolais sérieux, patriote ne peut accepter les revendications ou soit les non-dits qui se dit ici. Voilà, par exemple, ici, on va essayer de vous faire lire que, voilà, sous la médiation du Qatar avec l'implication d'autres partenaires internationaux, l'objectif principal de cette rencontre était de trouver un début de cadre de dialogue visant à une résolution pacifique des conflits en RDC, notamment dans la partie Est. Les points clés ci-dessous auraient été discutés par les deux délégations, à savoir 1. L'engagement en faveur du dialogue, des exigences du gouvernement congolais, et des divergences et des revendications du M23. Voici les revendications du M23. Je vais vous lire ici seulement les revendications du M23, mais aussi et les points de blocage. 1. Demande des garanties de sécurité pour ses membres avant tout retrait. Insiste sur une représentation politique au sein des institutions congolaises. Demande d'une amnistie générale pour les combattants et leaders du mouvement. 1. Très chantant. Pour moi, déjà, à ce niveau ici, moi, rien ne me dérange, quand bien même que ce n'est pas vraiment quelque chose que moi j'appuie, mais je pense que c'est pas encore si grave. Là où moi je trouve encore plus grave, c'est le point de blocage. Voilà là où ça bloque. Aucun accord concret n'a été signé car les positions restent très éloignées sur plusieurs points. 1. Les M23 refusent toujours un retrait sans condition, exigent des garanties politiques et militaires. 2. Le gouvernement congolais exclut toute négociation tant que le M23 ne se retire pas des zones occupées. La question du rôle du Rwanda dans les conflits demeure un sujet sensible avec Kinshasa, accusant Kigali de soutenir le M23. Conclusion, voilà. Vous allez voir ici que lorsqu'il s'agit de parler du point, par exemple, de l'implication du Rwanda dans des conflits, la partie AFC M23 ne veut même pas parler de ça. Comment expliquer, alors que pendant plusieurs années, nous étions tous en train d'accuser que les Rwandais étaient en train de menacer et de piller nos richesses. Mais vous, en tant que groupe de mouvements rebelles, soi-disant que vous êtes venus pour aider la République, sauver, libérer la République, mais vous ne voulez pas qu'on parle des Rwandais et vous protégez les Rwandais alors que vous savez que c'est les Rwandais qui est en train de menacer. Donc, au regard de ces éléments ici, nous comprenons tout de suite que les combats de ces mouvements rebelles, c'est pas un combat pour la libération, mais c'est un combat pour des intérêts égoïstes. Parce que nous devons d'abord avoir des points où nous devons nous rencontrer, c'était que les Rwandais devraient quitter la République du Congo et que les Rwandais ne devraient pas continuer à piller nos richesses. Tout rebelle, c'est-à-dire que la meilleure façon déjà de combattre pour l'État, c'était d'abord de combattre des gens qui viennent nous payer, nous, les Congolais. C'était pas de nous combattre intérieurement, et nous le savons tous, mais on appuie la Rwanda, on veut pas en parler, on veut même pas discuter de ces points-là. Ce qui déjà prouve que ils sont en train de travailler
pour le Rwanda et avec le Rwanda. Donc, voilà ces points que nous avons estimé que c'était très nécessaire pour nous de pouvoir partager. Pour notre point de vue, au regard de tout ce qu'on vient de développer ici, que le FARDC est en train de se battre au niveau de plusieurs localités où, comme nous le savons tous, et que le FARDC est en train de fournir d'énormes efforts pour pouvoir pousser l'ennemi très loin. On a demandé une trêve, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat, chose qui ne se réalise pas sur le terrain. Moi, je suis d'accord que les FARDC et nos Ouazalais ne devons toujours être aux aguets et attaquer parce qu'en réalité, les mouvements rebelles savent qu'ils sont en train de jouer leur survie. S'ils n'arrivent pas à négocier gros pendant ces négociations, permettez-moi cette tautologie, pour eux, c'est de combattre jusqu'à ce qu'on arrive à asphyxier le gouvernement de Kinshasa ou renverser les pouvoirs pour qu'ils récupèrent. Parce qu'ils savent qu'il y a des sanctions au niveau national déjà qui sont contre eux et au niveau international, au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Union européenne, des droits de l'homme, et que ces gens-là seront sanctionnés, voire les États-Unis. Et du coup, ils sont en train de chercher soit de négocier gros au niveau du Qatar, ou bien dans toutes ces négociations partout, Nairobi, Luanda, et j'en passe, mais aussi chercher, si l'occasion se présentait, de pouvoir faire tomber le régime. C'est pourquoi nous demandons déjà au niveau du gouvernement, le président de la République devait renforcer sa sécurité. Utilisons la science, c'est-à-dire que créons un task force où ça sera composé des universités. Je parle bien des universités, pas des universitaires, mais des universités. C'est-à-dire, on va prendre des universités en qualité de scientifiques, en termes de notre bastion scientifique, là où on pourrait se ressourcer pour pouvoir trouver des stratégies, comment trouver des solutions sur chaque front, sur les fronts diplomatiques, des partenariats, sur le plan militaire de terrain, comment on peut négocier et comment on peut jouer nos cartes. Comme ça, on pourra réussir. La République du Congo est l'un des pays qui dispose des universités de qualité et des universitaires de qualité. Nous avons des scientifiques de haute facture que nous devons utiliser au niveau des géopolitiques, au niveau des sciences techniques, technologiques, tout ça, nous en disposons. Nous devons les utiliser. Le président de la République devrait utiliser les ressources humaines que nous disposons. Ça sera un élément très important pour nous, pour que nous puissions gagner cette guerre. Nous avons un défi majeur pour nous tous, c'est de gagner cette guerre. La guerre que nous menons ici, c'est soit pour notre survie, soit nous existons, soit nous disparaissons. Si nous ne comprenons pas cela, c'est que nous ne savons pas, en fait, en réalité, qu'est-ce que nous voulons. Les Congolais doivent se mettre ensemble et combattre l'ennemi. Pour les partenariats avec les États-Unis, je pense que c'est la meilleure des choses que la RDC aura fait si nous arrivons à réussir ces partenariats. C'est pourquoi, autour du chef de l'État, le chef de l'État devait être entouré de gens de qualité, de bonne foi. Le chef doit être strict. C'est pour paraphraser l'idée de Charles Onana qui avait dit, qui venait de dire que le président de la République a un problème, c'est que certains de ses collaborateurs collaborent également avec des ennemis. La journée, ils sont avec le président, la nuit, ils sont avec des ennemis. Le président de la République devait organiser, dit-il, une conférence internationale où il devait écouter des techniciens, des scientifiques. C'est ce que moi j'appelle un task force des universités. Si on fait ça, je pense qu'on va gagner cette guerre-ci. La sensibilisation, la stratégie devrait être claire, communiquée d'une bonne manière pour pouvoir réussir à cimenter la cohésion nationale et mettre tous les Congolais ensemble. Je pense que nous allons gagner. Je suis optimiste que nous allons gagner parce que notre cause est juste. Voilà, très cher internaute, je suis très heureux de partager avec vous ces moments ici. Nous avons pris un bon moment, on n'a pas pu faire parce qu'on avait un problème de j'aime. C'est que nous vous demandons, aimez nos vidéos, s'il vous plaît, appuyez sur des j'aime pour nous permettre de protéger nos vidéos, améliorer nos algorithmes pour que nos vidéos puissent être mises en avant. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je me présente, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur et négociateur, je suis diplômé en ressources humaines. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je pense que je vais vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, un excellent mois d'avril et voilà, je vous remercie, je dis au revoir.